Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre dans Je C'était Podcast pour notre 10e rendez-vous quotidien de cette quinzaine australienne. Les noms des premiers demi-finalistes sont connus. Paola Badoza, Arina Sabalenka, Sacha Zverev et on est en train de suivre ça à l'instant. Ce sera soit Djokovic, soit Alcaraz, le choc du jour. Et nous allons analyser ce qui s'est passé ce mardi à Melbourne avec le plus talentueux visionnaire du tennis belge, notre boule de cristal vivante. Philippe Dehaas nous fait le plaisir d'être de retour parmi nous aujourd'hui. Ça va, Philippe? Ça va, tu me fais rougir chaque fois un peu plus, hein, Christelle. Écoute, tu avais prédit la victoire de Gaël Monfils face à Taylor Fritz. Tu avais prédit la victoire de Badoza. Enfin non, tu avais dit qu'elle pouvait bousculer Coco Gauff. C'est ce qui s'est passé cette nuit, à la surprise générale. Et maintenant, eh bien, je suis suspendue à tes lèvres. Qu'est-ce que tu prédis, même si Djoko mène de 7-1 face à Alcaraz? Comment tu penses que le match va tourner? Ah, c'est super dur, hein, je sais pas si tu as regardé un peu la fin du troisième, là où, à un moment donné, il y a eu break contre break, break Ouais, contre break. Donc, c'est difficile. Je trouve Djokovic tellement... Tu as vu la balle de 7, là, ce qu'il fait pour gagner le set, la ouais, qualité il de est défense, monstrueux. etc. Bah, je trouve il est fabuleux, fabuleux, fabuleux. De nouveau, on ne peut ne pas spécialement aimer le personnage, mais quel athlète. Donc, si tu dois me demander de me positionner, je pense que Djokovic va le faire. Je peux évidemment me tromper, mais voilà, parce que j'aime me mouiller et je pense que Djokovic va faire le travail. Après, de nouveau, il a été pris de problèmes à l'adducteur gauche à la fin du premier set et il est sorti pendant quelques minutes. Il s'est fait poser un strap. Il faut savoir qu'il a passé 3h15 de plus sur le court que son adversaire au total dans ce tournoi. Mais voilà, il a perdu le premier set 6-4. Il est parti juste avant à 5-4 au vestiaire. Il était vraiment pas très très bien pendant le deuxième set. Il a quand même réussi à s'en sortir et puis depuis, il déroule. Et donc Oui. voilà, il lui arrive toujours quelque chose, hein, ce Novak Djokovic. Oui, et quand il lui arrive quelque chose, il trouve toujours un peu les moyens de finalement casser le rythme du match, un peu rentrer dans la tête de l'adversaire et voilà, il a ses petites techniques pour rester en vie. Et il le fait très bien. Et je trouve qu'Alcaraz, quand même, on a vu rater quelques balles relativement faciles, quelques du fond ratés avant Djokovic, un peu s'énerver aussi. Il y a beaucoup de pression de son côté aussi, beaucoup d'attentes. C'est un super combat et c'est bien compliqué de savoir qui va s'en sortir quand même. Ouais, et mentalement, on a l'impression quand même que Alcaraz, il lui manque encore quelque chose, hein. Dans les moments importants, les zones qu'il choisit au service, au moment où il devrait vraiment serrer tout ça, il commet encore des petites erreurs qui lui coûtent finalement les balles de break. Et c'est là où il fait la différence, Djoko. Oui, ben c'était mon analyse en début de quinzaine, hein, par rapport à ce qui manque chez Alcaraz. On le comparait à Yannick Sinner. Je trouve qu'Alcaraz, il est encore assez jeune et immature dans ces moments-là. Même s'il est multiple vainqueur en Grand Chelem et qu'il a été numéro 1 mondial, ça montre la marge de progression encore. Et on le voit encore aujourd'hui sur ce match-ci où, à un moment donné, il monte un peu dans les tours, il perd un peu son calme et sa sérénité. Et donc, effectivement, là où Djokovic joue toujours bien, dans ces moments-là, et il fait même mieux que bien jouer, parce qu'il joue toujours bien, mais il amène son jeu encore à un autre niveau. Là, Alcaraz ne le fait pas tout le temps, pas à chaque fois, et quand bien même, il va même encore dans l'autre sens, où il peut carrément être moins bon. Et sur un match aussi important, avec des enjeux aussi importants, avec des attentes et une pression tellement énorme, c'est sûr que Djokovic est beaucoup mieux armé aujourd'hui, avec ses 15 ans de plus pratiquement, pour gérer ce type de match. Et puis tactiquement, hein, de nouveau, Djoko, quand il est rentré du vestiaire, tu vois qu'il a essayé de réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour écourter les longues courses que lui faisait subir Alcaraz dans le premier set. Il a écourté vraiment les échanges. Tu vois qu'il retourne beaucoup plus près de sa ligne, qu'il essaye de faire plus service volé, qu'il essaye de prendre la balle très tôt. Et ça a marché parce que directement, ça lui a permis de prendre les 2 sets suivants. Tactiquement, c'est un génie aussi. Ah oui, oui, bien. Ben,
Djokovic, il n'a pas un tennis très explosif, hein. C'est vraiment quelqu'un qui doit travailler le point tout le temps. On le voit, il frappe bien des deux côtés, mais il ne frappe pas très très fort. Il sert bien, mais il sert pas non plus de façon incroyable. Il volait très bien, mais il monte pas souvent à la volée. Donc c'est un vrai contreur, un vrai défenseur qui asphyxie son adversaire, qui use son adversaire. Il essaie de, comme tu dis, d'être très juste tactiquement pour empêcher son adversaire de déployer toutes ses qualités. Il le fait très très bien. Mais comme tu le dis, il doit être aussi capable face à des joueurs comme Alcaraz notamment, qui sont très très physiques, très rapides et très solides aussi. Il doit être capable de faire autre chose et il est capable de le faire. Tu me posais la question au début de semaine, est-ce que Andy Murray va être celui qui va le faire jouer un tout petit peu plus vers l'avant? On verra. Mais en tous les cas, il montre cette capacité d'adaptation tactique qui est capitale dans le tennis. Oui, et puis maintenant, ils sont à 2 cerveaux en plus pour contre Alcaraz. Oui. Alors, c'est 2 cerveaux, mais ça reste toujours qu'un seul joueur. Je lisais le témoignage de Terence Atman qui parlait de l'importance du mental dans le sport. Il dit, j'ai travaillé avec un préparateur mental, etc. Mais quand bien même, on est quand même tout seul sur le terrain toute l'année. Et donc, à un moment donné, et c'était très intéressant de l'entendre, parce que je partage à 100% cet avis, il faut que le joueur, à un moment donné, prenne la décision de changer. C'était en l'occurrence lui, parce qu'il avait beaucoup de frustration sur le terrain, il en a toujours quand même un peu, mais il le gère. Donc, c'est de prendre la décision de changer. Je dis ça par rapport à Djoko, et c'est pas parce qu'il a maintenant un grand champion dans son box que les choses vont être plus faciles. Tu vois, si tu fais du vélo, tu peux acheter un tout nouveau vélo, magnifique vélo carbone très léger, mais à un moment donné, il va falloir que tu pousses quand même pour être avant les autres. C'est un peu la même image, tu vois. Donc, c'est parce que tu as un nouveau vélo que tu vas aller plus vite. Il faut faire l'effort, il faut trouver les adaptations, la force mentale, etc. pour s'en sortir. Et je termine, excuse-moi, je t'interromps, Christelle. Parce que le tennis, il a ça de particulier, c'est que c'est un sport terriblement solitaire. Hein, il y a beaucoup de monde autour, on peut avoir un staff, mais toi tu joues au tennis, il y a beaucoup de gens qui jouent au tennis et qui nous écoutent, on est seul sur un terrain de tennis. Donc il faut arriver à trouver la force tout seul pour s'en sortir, toujours. Et je clôturerai ce petit chapitre sur Alcaraz et Djokovic en disant que la grosse différence aussi pour l'instant dans ce match, ça se joue à la qualité de retour de service. Djokovic, il est incroyable, vraiment. Et on a vu Alcaraz beaucoup bosser pendant l'intersaison pour améliorer son service. Il y avait une statistique intéressante qui a été diffusée hier sur Eurosport qui montrait que l'année passée, Alcaraz gagnait 74% de points derrière sa première balle. Et cette année, avec son changement de service, il en gagne 81%. Et donc, c'était un vrai test aujourd'hui de voir si, face à Djokovic, alors là, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais ce serait intéressant de regarder. Alors, attention à cette statistique parce qu'on est en début d'année, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc, c'est en tous les cas une statistique qui est positive par rapport à son changement et qui va lui donner de la confiance par rapport à ce changement technique qu'il a amené. Mais il faut voir s'il va pouvoir l'amener sur toute la saison et sur toutes les surfaces aussi. Alors, je te propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le tableau féminin. On va commencer par cette incroyable performance dans le premier quart de finale de la journée avec cette victoire de l'Espagnole Paola Badoza, 12e joueuse mondiale, 7-5, 6-4 sur Coco Gauff, 3e joueuse mondiale et demi-finaliste à Melbourne l'année dernière. À 27 ans, Badoza rejoint pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. La 3e fois est la bonne, c'est ce qu'elle a écrit en espagnol sur l'objectif de la caméra à sa sortie du cours. Après 2 quarts de finale à Roland-Garros en 2021 et à l'US Open en 2024, la compagne de Tsitsipas tient enfin son dernier carré. Elle fête par la même occasion son retour dans le top 10 mondial. Elle sera minimum 9e au prochain classement WTA. Et Badoza a su garder son sang-froid lorsque Coco Gauff, qui restait sur 9 victoires d'affilée en 2025, est remontée de 5-2 à 5-4 dans le deuxième set. Sur son service, l'Espagnole a conclu dès sa première balle de match. Et par la même occasion, elle bat une joueuse du top 10 pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem. Donc, c'est vraiment une très belle performance de Badoza, très émue après le match. Et Phil, elle devient la 4e joueuse espagnole à atteindre les demi-finales d'un tournoi majeur. Arantxa Sanchez avait réussi à le faire, Conchita Martinez et Garbine Muguruza. Il fallait aller le chercher, ce match. C'est vraiment une victoire référence.
Oui, c'est certain. Elle a été un peu ralentie par les blessures, Badoza, Ouais. pas souvent épargnée, ce qui explique que elle n'a pas encore obtenu ce classement-là, mais on sait, hein, quand on la voit jouer à son meilleur niveau, qu'elle n'est pas moins forte que les autres. C'est une magnifique performance. Une petite surprise, pas une énorme surprise. On en avait parlé avant le match, parce que, de nouveau, elle a absolument tout dans son jeu. L'Espagnol pour rivaliser avec les plus athlétiques, à savoir Coco Gauff et les autres. Elle a les mêmes compétences, elle a les mêmes caractéristiques, les mêmes spécificités, pas la même expérience encore, mais voilà, un début d'année qui va certainement l'aider, qui va lui donner de la confiance pour la suite de la saison. Et c'est intéressant pour nous qui sommes fans de tennis d'avoir une fille en plus, hein, dans ce quatuor qu'on cite tout le temps, Ouais. d'avoir peut-être une cinquième qui rentre dans la bagarre, ça peut être chouette pour mettre un peu plus de suspense sur les fins de tournoi. Oui, et c'est pour ça que je disais que c'était une grosse surprise parce que nous-mêmes, dans notre décryptage de début de quinzaine, on n'a même pas évoqué la possibilité de voir Badoza dans le dernier carré. C'est vrai. Mais tu m'as Ouais. pas posé la question non Et plus. Et Badoza, elle était un peu au fond du trou, hein. Il y a encore 12 Oui, mois, elle avait une blessure au dos. Elle a songé même à arrêter sa carrière alors qu'elle commençait un traitement à la cortisone et voilà, elle dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'1 an après tout ça, elle serait là. À force de courage et d'abnégation, eh bien Badoza a retrouvé son meilleur niveau en 2024, signant une victoire à Washington, une demi-finale au WTA 1000 de Cincinnati, un quart de finale à l'US Open et enfin une demi-finale au WTA 1000 de Pékin pour terminer la saison à la 12e place mondiale. J'ai traversé beaucoup de choses. J'étais autrefois l'une des meilleures joueuses du monde, mais aujourd'hui, je suis surtout une joueuse plus mature. Je gère un peu mieux mes émotions. Voilà comment elle a analysé ce comeback. Les émotions, Coco Gauff les a beaucoup moins gérées dans ce quart de finale. Si l'Américaine a frappé 2 fois plus de coups gagnants, 31 contre 15 que son adversaire, elle a surtout commis un nombre invraisemblable de fautes directes, 41 contre 23, notamment beaucoup de fautes dans ce coup droit dont on parlait il y a 2 jours. Et Coco Gauff s'est expliqué également en conférence de presse. Je ne trouvais pas de solution, c'était frustrant, mais je sais ce que je dois travailler. Je dois notamment encore beaucoup progresser au service. Séparée de Brad Gilbert depuis son élimination en huitième de finale de l'US Open contre Emma Navarro, Coco Gauff a engagé Matt Daly. À 20 ans, l'Américaine court après un deuxième titre en Grand Chelem depuis cette victoire à l'US Open en 2023. Moi, je me demandais, Phil, c'est quand même une solide épine hors du pied pour Iga Swiatek si elle réfléchit déjà à une potentielle future finale, étant donné que Coco Gauff avait battu la Polonaise à la United Cup, qu'elle la redoute pas mal. Ça peut être dans un coin de sa tête, tu penses déjà? oui, évidemment. En plus, avec une Badoza qui va vivre l'expérience d'une demi-finale, c'est aussi un contexte particulier. Donc, je pense, pour Iga Swiatek, certainement une bonne nouvelle. Mais on ne connaît pas non plus l'état d'esprit d'une Badoza qui peut arriver chargée à bloc, très confiante aussi, très excitée par le challenge. Et comme je le disais il y a quelques minutes, elle a tout à fait le jeu aussi, hein, pour battre une Iga Swiatek où il faut être capable de frapper très fort et de faire des points gagnants. Et ça, elle sait le faire. Mais c'est pas une adversaire facile quand même pour Iga Swiatek. Mais c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est chouette à suivre parce qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a jamais vraiment de certitude, mais là quand même, on est dans un 50-50 ou un 55-45 comme tu veux, avec peut-être un petit avantage sur Iga Swiatek, mais enfin une mission compliquée quand même. Oui, enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Il faut d'abord que Paola Badoza franchisse la montagne Aryna Sabalenka, puisque c'est elle qui s'est qualifiée cette nuit également aux dépens de Pavlyuchenkova pour son 63e tournoi du Grand Chelem, son 9e quart de finale dans un tournoi majeur. Eh bien, on ne peut pas dire que Pavlyuchenkova, 33 ans, ait fait de la figuration face à la double tenante du titre et numéro 1 mondial, Sabalenka. Même si la Russe, 32e mondiale, a mis du temps à rentrer dans son match avec un premier set où elle a commis un peu trop de fautes directes, elle a été beaucoup plus convaincante dans le deuxième, plus agressive, plus régulière, mieux dans ses déplacements. Elle dominait carrément l'échange, elle prenait la balle très tôt, surtout côté revers pour pousser Sabalenka à la faute. Et il y a eu un moment clé alors que Pavlyuchenkova était dans le dur. Elle était menée 1-0 dans le deuxième et 40 partout sur son service. Elle a tenu bon et puis elle a breaké au jeu suivant.
Et dès ce moment, ça a été une autre joueuse qui a joué crânement sa chance tout au long de la seconde manche pour l'emporter 6-2. Et alors là, évidemment, c'est là où Sabalenka a commencé à montrer de gros signes de nervosité, agacée aussi par le vent qui s'est élevé, et puis agacée par le fait que c'était la première fois qu'elle se faisait prendre un set depuis sa finale de l'Open d'Australie 2023. Donc voilà, on la sentait vraiment très tendue, très nerveuse, mais elle a parfaitement géré cette petite frustration de début de troisième set. C'est elle qui a pu finalement faire le break dans le troisième et terminer la course en tête pour conclure le match sur son service 6-2, 2-6, 6-3. Pavlyuchenkova qui expliquait en conférence de presse que les conditions sur la Rod Laver, elle a jamais réussi à s'y faire dans le premier set. Elle n'avait jamais joué sur ce court. Oui, c'est intéressant de le souligner parce que on en a pas encore parlé de ça, mais pour les joueurs qui ne sont pas tête de série et qui font des belles performances comme ça en Grand Chelem et qui jouent toujours sur les cours annexes, en Grand Chelem, tu as été déjà aussi, tu peux avoir des très gros terrains, le Rod Laver Arena, mais tu peux jouer sur le 17 ou le 18, qui est un terrain finalement presque un terrain de club. Alors, ça reste du tennis, mais le contexte est tellement, tellement différent. Et donc, l'adaptation, les pros ne l'ont plus parce que chaque année, ils jouent dessus. Et pendant la quinzaine, ils jouent beaucoup de matchs sur les gros terrains. Et donc, effectivement, dans un format qui est vraiment court, pour aller au 2-7 gagnants, Pavlyuchenkova était désavantagée. Oui. Mais tu sais, ce désavantage, tu le retrouves aussi sur les séances d'entraînement parce que si tu n'es pas tête de série, tu n'as pas le droit de t'entraîner sur ces terrains-là. Tu vois, donc il y a une discrimination du classement qui se fait systématiquement. Et l'écart est creusé aussi parce que les conditions sont toujours beaucoup plus favorables pour ceux qui sont le mieux classés. Voilà, c'est ça la réalité. Oui, c'est un avantage indéniable. Et Sabalenka, ce genre de match où elle se fait prendre le deuxième set, où elle se fait breaker d'entrée dans le troisième, c'est le genre de match qu'elle ne gagnait pas mentalement il y a 2 ans d'ici. Elle a vraiment fait un gros progrès de ce côté-là. Il aurait fallu voir le break à 4-4 pour voir, tu vois, il se retrouvait à servir pour sauver le match. Ça aurait été plus compliqué. Se faire breaker en début de set, c'est pas non plus, je veux dire, terriblement problématique parce que tu as vraiment le temps de revenir dans le match. Mais enfin, ce que tu dis est juste, c'est qu'on l'a vu bousculer et on l'a vu quand même vraiment s'énerver. Et ça, on va voir en demi, en finale, où les matchs vont être vraiment difficiles puisqu'elle va jouer les meilleurs. Est-ce qu'elle va arriver à garder son calme tout le temps? Elle a un vrai challenge, hein, elle a gagné 2 fois de suite. Elle veut rentrer dans l'histoire avec et c'est ça où tu te dis mais en fait ça s'arrête jamais ce sport aussi, tu vois. Tu te dis ok, au départ tu veux sortir des qualifs et puis tu te qualifies et puis tu dis après j'aimerais bien jouer la deuxième semaine et puis ton classement monte et tu deviens un bon moment et puis après et on pourrait dire Sabalenka numéro 1 mondial, elle a gagné plein de trucs, elle s'est mis non. J'ai gagné 2 fois, je veux gagner 3 fois et après tu auras gagné 4 fois et donc il y a toujours cette espèce de stress permanent, tu vois, où les joueurs de tennis, ils sont jamais satisfaits. Les pros ne réfléchissent pas comme ça. Ils veulent tout. Regarde, Djokovic était un magnifique exemple. Hein. Il est en train de se battre ici, là, à 38 ans, et il s'en sort plutôt bien. Et il veut encore gagner, et encore, et encore, et encore gagner. C'est magnifique. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'elle ait été challengée comme ça dans ce quart de finale face à Pavlyuchenkova pour la suite, la fin de son tournoi? Parce qu'il y a de la matière à travailler aussi pour son staff. Donc là, elle a été bousculée et peut-être elle l'a vécu, elle l'a senti dans son corps et probablement que si ça se reproduit, elle va pouvoir travailler dessus et le gérer beaucoup mieux. Donc je pense que cette bousculade va lui faire énormément de bien pour la suite. C'est la 19e victoire consécutive pour Aryna Sabalenka à l'Open d'Australie. Elle jouera sa 3e demi-finale consécutive et sa 10e demi-finale en Grand Chelem. Elle a été 8 fois demi-finaliste sur les 9 derniers tournois du Grand Chelem, Sabalenka. Et pour l'occasion, elle affrontera sa meilleure pote sur le circuit, Paola Badosa. Et Sabalenka, elle était aussi montée sur le terrain en sachant qu'elle affronterait Paola Badosa et pas Coco Gauff. Ça aussi, ça pouvait trotter dans un coin de sa tête. Je pense pas. Tu joues pas les matchs à l'avance, tu vois. La fameuse phrase de rester dans le moment présent, c'est quelque chose que quand même les joueurs de tennis font à très très haut niveau font très bien. Et donc, jamais tu penses à un truc comme ça quand tu arrives en quart. Je pense pas que ça ait influencé son attitude. Alors, chez les hommes, alors que Djoko a une balle pour faire 5-2, et donc, pour enfoncer un petit peu plus le clou encore face à Alcaraz, on va parler de l'autre. C'est la 3e. Ah, ok.
Écoute, je t'écoute religieusement, donc je ne regardais pas l'écran, mais merci de me mettre, d'updater tout ça pour moi. L'autre quart de finale de la journée, eh bien, c'était Alexander Zverev face à Tommy Paul. Il a été malmené, le numéro 2 mondial, dans les 2 premières manches de ce quart de finale, mais c'est son expérience qui lui a permis de sortir la tête de l'eau en 4-7, 7-6, 7-6, 2-6, 6-1. Pour être honnête, j'aurais dû être mené 2-7-0. Il a mieux joué que moi, a déclaré Alexander Zverev. Finalement, il s'en est sorti. Il atteint sa 9e demi-finale en Grand Chelem, ce qui en fait le joueur à avoir atteint le plus de demi-finales sans jamais avoir remporté un titre majeur. Tommy Paul a pourtant eu des occasions. Il a par exemple servi à 6-5 pour remporter la première manche, où il a eu une balle de 7. Dans le deuxième set, l'Américain a mené 3-0, puis 5-2. Il a ensuite eu une balle de 7 à 5-4. Mais Zverev, à chaque fois, a serré le jeu pour se donner 2 manches d'avance. Il a fait ce qu'il a fait toujours. Il a élevé son niveau de jeu dans les grands moments, a déploré l'Américain, qui menait pourtant 2-0 dans leur confrontation directe avec l'Allemand. Et même s'il a perdu la 3e manche, Zverev a relancé la machine pour s'envoler à 5-0 dans le 4e set. Tommy Paul a sauvé l'honneur, mais l'Allemand a conclu la rencontre sur sa 2e balle de match. Ce sera la 3e demi-finale en 5 ans pour Alexander Zverev à l'Open d'Australie, où il attend Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz. Tu as eu l'occasion de voir quelques images de ce match ? Non, malheureusement, je n'ai pas vu ça, mais j'entends dans ton témoignage que c'est la marque des grands champions de pouvoir quand même garder la tête hors de l'eau alors qu'il est proche de couler. Il arrive à s'en sortir. Et c'était un match compliqué pour lui et finalement, il s'en sort en 4-7 d'une magnifique façon et ça le place encore plus comme un vrai challenger pour la suite du tournoi. Oui, Zverev qui est encore en train de se chercher un petit peu, qui n'est pas encore à 100% vraiment de ses capacités. On a encore vu quelques petits déchets, même face à Paul. La difficulté pour Zverev, pour moi, c'est de voir s'il va enfin briser ce plafond de verre de cette demi-finale. Parce qu'il est là, le challenge pour lui. Pas tant battre Alcaraz ou Djokovic, il en est bien capable. C'est de comment va-t-il se comporter quand il va sentir qu'il est à quelques points de conclure le truc. Hein, souvent, on entend de temps en temps que certains joueurs ont des bêtes noires, tu vois, des joueurs contre qui tu ne gagnes pas, etc. Et est-ce que là, il y a un plafond de verre ou pas ? C'est ça qui va être vraiment très excitant à suivre. Et ce qui est excitant, c'est que Carlos Alcaraz est revenu à 4-3. Il a débreaké pour servir pour 4-4 dans la 4e manche. Donc, il a effacé ses innombrables balles de 5-2. Le match n'est pas encore fini. Et avec cette 30e victoire à l'Open d'Australie, Alexander Zverev dépasse Boris Becker pour devenir l'Allemand qui détient le plus de victoires à Melbourne. Tommy Paul, lui, se consolera en se disant qu'il va faire son entrée dans le top 10 mondial pour la première fois de sa carrière. Lundi prochain, il sera 9e. Belle performance, là, beau début d'année pour Tommy Paul. Et sinon, Phil, pour clôturer ce podcast, il est de tradition de parler des Belges. On va en parler tout de suite de Jelena Van Drome, mais d'abord, on a appris que Goran Ivanisevic n'était plus le coach d'Elena Rybakina. Son ex-entraîneur, Stefano Vukov, qui avait été écarté, suspendu par la WTA, avait fait sa réapparition au début de cet Open d'Australie. Ça sentait donc le roussi pour Goran. Eh bien, visiblement, ça se confirme. Il n'est plus le coach de Rybakina. C'était rapide, hein, ça, comme expérience. Dingue. Oui, c'est un peu irréel, quoi, ce qui se passe là, parce que quand tu entendais le discours là à la pré-saison et ce début d'année, ça avait l'air d'être un voyage de noces, et puis soudainement, pouf, tout s'arrête. Et de nouveau, on ne voit que ça que chez les filles quand même, hein. C'est dingue, quoi, c'est dingue. Ouais, c'est le retour de Vukov qui a mis le bazar, hein, je présume. Ah oui, évidemment, oui. Son départ a fait du bruit, et puis tout le monde est surpris de le voir revenir. Et donc, automatiquement, à mon avis, elle est tellement dépendante de cette relation que c'est pour elle pas possible de passer à autre chose. Alors, au Royaume belge, eh bien, on va noter l'élimination au premier tour de Joachim Gérard. Il a été battu en 3-7. Serré, 3-6, 7-6, 4-6 par le Britannique Gordon Reid dans le tournoi en fauteuil. Il s'agit du dernier Open d'Australie pour Joachim qui mettra un terme à sa carrière à la fin de cette année. Joachim va encore jouer le double à Melbourne avec l'Argentin Gustavo Fernandez. Et puis, une bonne nouvelle quand même pour terminer, notre jeune Belge engagé dans le tournoi junior, Jelena Van Drome, est au 3e tour de son premier Open d'Australie. Elle s'est imposée face à l'Allemande Sonia Zenikova, 37e mondiale, sur le score de 6-1, 7-5.
Pour une place en quart de finale, la Brugeoise de 17 ans affrontera la Britannique Anna Klugman, 19e mondiale. Et elle fait fort Jelin van Drome. Je rappelle qu'elle était vainqueur de la dernière Astrid Ball, 6e mondiale chez les juniors. Elle a été quart de finaliste l'an dernier à Roland-Garros et à Wimbledon. Et elle a joué les 8e de finale déjà à l'US Open. C'était ses 3 premières expériences en Grand Chelem ici en 2024. Elle a aussi été finaliste du Masters Junior en fin d'année. À suivre cette joueuse, on le dit depuis le début de cette deuxième semaine. Oui, la belle performance, mais surtout gros espoir pour le tennis féminin. C'est vraiment une bonne nouvelle d'entendre ces résultats-là. Et on a là une future très bonne joueuse de tennis. Alors après, on sait que le monde des juniors n'est pas celui des adultes. Bien sûr qu'il y a un gap entre les deux, mais c'est un très bon baromètre quand même de pouvoir performer à ce niveau-là et de faire partie des meilleurs. Ça montre quand même qu'elle a des réelles compétences. Et demain, ce sera la suite des quarts de finale avec au programme Madison Keys, Elina Svitolina et Emma Navarro, Iga Swiatek chez les filles. Chez les hommes, Ben Shelton, Lorenzo Sonego et Yannick Sinner, Alex de Minaur. Je vais te laisser me pronostiquer juste Iga Swiatek, Emma Navarro. Elle va gagner facilement ? Non, facilement. Je ne mettrai jamais facilement derrière. Pour l'instant, Iga Swiatek, quand tu vois la promenade de santé, c'est pour ça que j'ajoute le facilement. Oui. Mais je pense qu'elle va s'en sortir, Iga. Navarro, un peu moins d'expérience sur une demi-finale de Grand Chelem, ce sera sa deuxième. Elle sort d'un match compliqué contre Kasatkina, elle gagne 7-5 au troisième. C'était un sacré combat. Est-ce que ça va laisser des traces ou pas ? Très physique. Ouais, super physique par rapport à Iga qui est resté 18 minutes sur le terrain. Donc à un moment donné, sur une fin de quinzaine, ça peut faire la différence. Ok. Et Svitolina, Madison Keys, c'est très imprévisible. Oui, c'est très imprévisible, mais si je dois me prononcer, je dirais Madison Keys. Dans les conditions de l'Australie. Ouais, allez, une petite pièce sur Madison Keys. Puis Svitolina, elle aimerait bien retourner voir sa fille quand même. J'ai entendu l'autre jour à l'interview, Gaël, mon fils, disait, Barbara Chett lui demandait où était sa fille et il disait, elle est à la maison. Donc apparemment, elle était en France pendant que ses parents sont en Australie. Ouais. Donc ça ne doit pas être évident pour une maman de quitter sa petite fille aussi longtemps. Pas pour ça qu'elle va bâcler, hein, mais et alors chez les hommes, Ben Shelton, Lorenzo Sonego. Et Sinner de Minaur. Sinner. J'espère qu'il va aller mieux quand même. Hein. Sinner, il n'était pas beau à voir hier. Curieux, hein, ces tremblements sur le banc, etc. Il est vraiment pas bien. Ouais. Vraiment pas bien. Il a dit quoi en conférence de presse par rapport à ça ? Il a dit que dès le matin de cette journée, il n'avait pas pu aller s'échauffer parce que dès le matin, il s'était levé, il n'était pas bien. Il n'avait pas été s'échauffer et donc il savait que la journée allait être très difficile sur le court. Et j'ai pas entendu quoi que ce soit après. Donc est-ce qu'il a voulu éviter le sujet ? À mon avis, il préfère botter en touche. Bon, eh bien, merci beaucoup, Phil. Je vais aller voir la fin de cette rencontre absolument incroyable parce que maintenant, c'est balle de break pour Alcaraz qui va potentiellement revenir à 4-4 dans cette 4e manche. Donc, dommage qu'on ne soit pas ensemble. Là, je vois que tu as investi les bureaux de notre club chéri. J'aurais bien voulu être là avec toi pour regarder cette fin de match. Ouais, ça va être passionnant. Mais il y a encore du boulot. Il faut encore monter l'épisode pour que les gens l'aient à l'heure. Donc, je vais aller m'atteler à faire ça. Merci infiniment, Phil, d'avoir été avec moi. À demain. Et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. Et on se voit, on s'entend demain. Ciao.